Dans cette interview, François Peyotte questionne Bernard de Montréal sur le concept du labyrinthe et du fil d'Ariane dans le domaine de la recherche de vérité. Bernard de Montréal explique que certaines personnes sont naturellement attirées par la recherche car elles ressentent une souffrance intérieure et recherchent une synthèse pour unifier leurs connaissances. Cependant, il souligne que l'homme a perdu la certitude de son savoir avec l'émergence des différentes vérités relatives à chaque culture. Cela a conduit l'homme à s'engager dans le labyrinthe de la recherche pour essayer de retrouver cette certitude perdue. Bernard de Montréal affirme qu'il est normal pour l'homme de vouloir explorer les profondeurs de sa conscience à travers la recherche, mais il souligne également que l'homme devrait se relier aux principes anciens pour trouver un sens à sa recherche. Il conclut en disant que la recherche permet à l'homme de briser la monotonie et la solitude de son existence, mais qu'à un certain stade, il devra sortir du labyrinthe et trouver la paix dans sa propre existence. L'homme a tendance à se tourner vers la recherche de vérité pour satisfaire son appétit de connaissance. Cependant, cette recherche se limite à remuer des anciennes mémoires et se retrouver piégé dans la polarité entre le vrai et le faux. L'homme conscient doit dépasser cette recherche et vivre au-delà des anciennes mémoires. La recherche spirituelle peut rendre l'homme isolé et l'éloigner de la création d'une civilisation harmonieuse. Il ne doit pas oublier qu'il est un être de matière et doit œuvrer pour créer une civilisation créative et puissante. La recherche spirituelle peut rendre l'homme confus et l'éloigner des hommes et de la réalité matérielle. Si l'homme avait réalisé que le Minotaure est un faux et que la polarité entre vrai et faux est une illusion, les civilisations pourraient bénéficier d'une science occulte créative au lieu d'être enfermées dans une solitude spirituelle. Il faut renverser cette situation et se libérer de la recherche stérile. Dans cet extrait, l'auteur aborde la notion de relativité et de spiritualité. Il affirme que le Minotaure représente une relativité qui ennuie l'esprit mais amuse l'ego. Cette relativité maintient l'être humain dans une ignorance des mondes invisibles. L'auteur souligne cependant les avancées de l'homme dans le domaine scientifique et technologique, qui sont utiles à l'humanité mais qui ne sont pas utilisées de manière consciente. Il critique également le manque de conscience de l'homme, qui peut utiliser la science de manière destructrice. Il affirme que l'intelligence de l'homme ne fait pas partie de sa conscience, mais plutôt de sa mémoire. L'homme doit prendre conscience qu'il existe plusieurs niveaux de conscience et plusieurs plans. L'auteur explique que pour se débarrasser de la polarité du vrai et du faux, l'homme doit plonger sa conscience dans la lumière de son origine. Cela demande une grande force mentale, car l'homme est lié à la mémoire collective et aux entités de la société qui cherchent à le dominer. En conclusion, l'auteur encourage l'homme à se tenir devant la caverne du Minotaure et de retourner le dos à la relativité pour trouver sa propre réalité. Il met en garde contre le fait de se laisser séduire par le Minotaure et de perdre sa propre vérité. La caverne représente ce que l'homme ne connaît pas, ce qu'il ne peut pas voir directement. L'idée ici est que l'homme, pour connaître ce qui se passe dans la caverne sans y aller, doit être suffisamment conscient. C'est comme savoir ce que représente le Minotaure sans le voir. L'homme peut donner des preuves de sa connaissance en parlant, et ceux qui sont dans la caverne peuvent vérifier ses dires une fois à l'intérieur. L'auteur explique ensuite que la civilisation grecque s'est formée à partir de ce qu'il restait de la civilisation égyptienne. Les Grecs ont repris certains concepts des Égyptiens, mais ils étaient en réalité les somnambules de l'Égypte, car ils n'ont pas compris que les Égyptiens n'avaient eux-mêmes qu'une connaissance limitée issue de la civilisation de l'Atlantide. La plus grande erreur des Grecs aurait été de créer une polarité et d'instruire les hommes dans une pensée rationaliste. Les Grecs représentaient l'expression du Minotaure à l'extérieur de la caverne, tandis que les Égyptiens représentaient l'origine des discussions occultes à l'intérieur. L'homme, étant en dehors de la caverne, a suivi le mouvement des Grecs plutôt que de retourner à l'intérieur et de suivre les Égyptiens. Cela a conduit à une civilisation occidentale où la réalité était scindée en deux, entre le rationnel et l'invisible. Depuis la Grèce, l'homme n'a jamais vraiment su. Si l'homme avait été plus proche de l'Égypte, s'il avait exploré plus souvent les archives et retourné plus souvent au Minotaure, il aurait pu découvrir des choses similaires à celles des grands esprits du XIXe siècle, qui ont réalisé que le monde des esprits ne peut jamais donner la vérité à l'homme. En somme, l'idée est que l'homme doit être suffisamment conscient pour connaître ce qui est caché dans la caverne sans y aller, et que la civilisation grecque a détourné l'homme de cette connaissance en favorisant une pensée rationnelle et en l'éloignant de la dimension occulte. Ce texte exprime la notion que la vérité n'existe pas dans le monde matériel et que l'homme est tiraillé entre le Minotaure de la peur et la recherche rationnelle des Grecs.
Il critique les tentatives de la psychologie de créer des symboles pour comprendre l'homme, affirmant que son rôle est de lui apprendre la science de l'esprit. L'auteur soutient que l'homme doit élever son esprit au-dessus de cette polarité, tout en conservant les aspects intéressants de la science rationnelle. Il souligne l'importance de pénétrer les aspects infinis du mental et de l'énergie tout en étudiant la science pour mettre de l'ordre dans le désordre. L'auteur critique également l'utilisation excessive des symboles et soutient que l'homme doit les utiliser comme clé pour comprendre la vision de son esprit. Une fois que l'homme synthétise le vrai et le faux, il pourra briser les schémas de la conscience et comprendre la nature de sa vie. Dans ce texte, l'auteur explique que le symbole n'a d'autre fonction sur le plan psychique que de forcer l'individu à réaliser la certitude de son mental. Tant que l'homme ne pourra pas vibrer de cette certitude, il vivra dans l'aspect mental kafkaïen de son ego. Les hommes ont été détournés de leur capacité à savoir en étant prisonniers du Minotaure et de la science des Grecs. Ils ont divisé la réalité de l'homme entre conscience et inconscience, mais même leur conscience est inconsciente. Seul un homme conscient est capable de volonté, de savoir et n'est pas assujetti à la circonvolution des rêves. La Terre est une planète sous quarantaine, avec une conscience expérimentale. L'auteur raconte une histoire enfantine où les enfants chantent une chanson demandant au bonhomme s'il sait jouer, soulignant ainsi que l'homme n'est pas maître dans sa maison. Cette ignorance de la conscience humaine est inégalée dans le cosmos, aucune autre planète n'est aussi ignorante que la Terre. Dans ce discours, il est expliqué que l'évolution de la Terre à travers le cosmos et l'humanité elle-même sont des initiations planétaires. L'évolution de l'ego, c'est-à-dire la conscientisation de l'âme, lui, permettra de comprendre les mystères de la vie et de devenir immortel. Auparavant, l'homme pouvait sommeiller dans la lumière, mais cela a conduit à des catastrophes et à la rupture avec les plans universels, entraînant la mort et le sommeil dans l'astral. Cependant, une nouvelle étape d'évolution est possible, où le corps matériel sera en repos tandis que l'esprit de l'homme sera éveillé, mettant fin au sommeil. La magie noire aurait commencé lorsque l'homme somnolait dans l'astral et puisait des connaissances pour les ramener sur Terre. Dans ce texte, il est souligné que l'homme a été limité dans sa connaissance des plans supérieurs de la vie. Au départ, il était empêché de plonger dans les sciences de la lumière, afin d'éviter qu'il veuille revenir à la Terre. Ensuite, il a été autorisé à utiliser le pouvoir de la lumière mais en étant déjà en connivence avec le monde de la mort, ce qui a conduit à la naissance de la magie noire. Cependant, un homme nouveau est en train d'émerger. Il ne pourra plus dormir mais sera constamment éveillé et en action sur le plan éthérique. Il ne vivra plus de séparation avec sa source et ne connaîtra plus la solitude, ayant dépassé les limitations de l'ego et de la rationalité. Deux forces travaillent dans le cosmos, les forces arimaniennes, qui utilisent la science pour maintenir leur domination sur l'homme, et les forces lucifériennes, qui travaillent avec l'esprit. L'être humain est constamment divisé par ces forces occultes, mais il aspire à se rassembler et à s'unifier. Le texte exprime une critique de la recherche scientifique, affirmant que celle-ci ne permet pas une véritable compréhension et unification de l'existence humaine. Il souligne que tant la science rationaliste que la science occulte ne sont pas capables de résoudre les dilemmes de la condition humaine. Au lieu de cela, la recherche tend à causer une désoxygénation mentale et à développer des facultés limitées. Le texte mentionne également la synchronicité. Le phénomène de coïncidence significative, soulignant que cela remet en question le rationalisme et peut être plus satisfaisant pour l'intuition. Cependant, l'humanité n'est pas capable de s'élever au-dessus de ce masque qui maintient l'illusion de la réalité. Les forces occultes sont également mentionnées, affirmant qu'elles sont très intelligentes et sont responsables de phénomènes tels que la survie miraculeuse d'une chute du 11e étage ou des capacités physiques extraordinaires chez certaines personnes. En conclusion, le texte indique que la recherche scientifique ne répond pas aux besoins profonds de l'humanité et qu'il faut se tourner vers une intégration des forces plutôt que vers leur division. Le texte parle de la puissance et de la vaste structure de l'homme, ainsi que de l'intelligence et de l'organisation de l'univers. Cependant, l'auteur remet en question l'idée de Dieu en tant que force manipulatrice qui assujettit l'âme de l'homme. Il affirme ne pas croire en Dieu et considérer cela comme une insulte à son intelligence. Il soutient que l'homme est capable de synthétiser le bien et le mal, et de transcender la polarité et les émotions associées au concept de Dieu. L'auteur est intéressé par les sujets occultes, l'esprit, l'âme, la mort et la science, mais il critique la science actuelle et la pensée cartésienne, appelant à unifier ces concepts pour créer une nouvelle science issue de l'intelligence de l'homme. Il conclut en soulignant que le centre de l'homme se trouve au-delà de ses doutes personnels.